Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis ce matin à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Le chef de l'État va prendre part aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'Union africaine. Plus de 1500 ex-combattants vont intégrer le corps des agents d'encadrement des établissements pénitentiaires. Ils ont reçu ce matin à l'École nationale de police leurs épaulettes en présence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est reparti pour le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Le lancement a eu lieu aujourd'hui à Bingerville. Plus de 7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne qui va durer 4 jours. Au Niger, les autorités renforcent la sécurité sur les sites sensibles après le double attentat perpétré hier. Une opération militaire menée par les forces nigériennes et françaises a permis de neutraliser les derniers djihadistes. Merci de choisir le journal de RTI 1. Bienvenue à vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, je vous le disais depuis ce matin dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, le chef de l'État hier pour prendre part aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'Union africaine. Le thème panafricanisme et renaissance africaine. Le reportage sur place de Viviane Aymer. Pavillon d'honneur de l'aéroport international d'Addis Abeba. Tôt ce vendredi matin, il est 7 h heure locale, soit 4 h du matin, heure GMT. Premier vol officiel à atterrir en ce début de matinée, l'avion présidentiel ivoirien. Le président de la République est accueilli à sa descente d'avion par le ministre éthiopien de l'Industrie, Mekon Mekonwen, qui lui apporte le message de bienvenue du Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn. La communauté ivoirienne vivant à Addis Abeba est présente avec à sa tête l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, son Excellence Georges Aboua, pour souhaiter Akwaba au président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République est accompagné dans ce voyage par des membres du cabinet présidentiel et par 3 ministres du gouvernement. Charles Dibi Kofi des Affaires étrangères, Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger et Patrick Hachi des infrastructures économiques. Ce 21e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi 25 mai au siège de l'organisation dans la capitale éthiopienne va être consacré à la célébration des 50 ans de l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963 et qui a été réformée en 2002 pour devenir l'Union africaine. Un demi-siècle donc d'existence pour cette organisation panafricaine qui a atteint aujourd'hui la taille de toute l'Afrique puisqu'elle rassemble la presque quasi-totalité des États africains. Le président de la République a déclaré sa foi et son optimisme en l'avenir de cette organisation et sa conviction que son pays, la Côte d'Ivoire, apportera dans un proche avenir une contribution appréciable à la réalisation de cette œuvre commune. C'est un moment important pour l'Afrique. Nous venons bien sûr pour célébrer ce cinquantenaire, mais ce sera le moment aussi de jeter un regard sur le passé. Pour voir comment les choses ont évolué durant ce demi-siècle et surtout nous organiser pour l'avenir. Je crois que c'est important de parler d'avenir. C'est pour cela que le thème retenu d'ailleurs pour le sommet, c'est panafricanisme et renaissance africaine. Je crois que l'Afrique est à un moment important de notre histoire. La paix est visible dans la plupart des pays sur le continent. Les économies ont commencé à croître et surtout la démocratie également prend pied sur notre continent. Donc le demi-siècle à venir sera normalement une période intéressante pour notre continent et nous venons donc échanger bien sûr en chef d'État avec tous ceux qui sont amis à l'Afrique et qui seront présents, tous nos partenaires, pour essayer d'avoir les ressources nécessaires pour le demi-siècle à venir. Moi, je suis confiant quant à notre pays. La Côte d'Ivoire est sortie de crise, la situation s'est stabilisée, l'économie est en forte croissance. Nous travaillons à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc les perspectives sur les années à venir seront très bonnes pour la Côte d'Ivoire et bien sûr je souhaite pour tout le continent.
Après son arrivée, le président de la République rencontrera au cours de l'après-midi la communauté ivoirienne vivant à Addis Abeba. Et justement, quelques heures après son arrivée à Addis Abeba, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé 2 audiences. D'abord à la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Ensuite, au président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo. On retrouve sur place Viviane Aymer. Avant le sommet des chefs d'État qui s'ouvre ce samedi 25 mai, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a reçu, quelques heures après son arrivée ce vendredi à Addis Abeba, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Nous avons parlé de la célébration du 50e anniversaire de l'Union africaine, notre organisation commune. Nous avons également parlé de notre sous-région, nos pays respectifs, pour faire la promotion de la paix, la réconciliation et le développement, confiera-t-elle à la presse. Après cet échange avec son homologue du Libéria, le président de la République a reçu le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, qui lui a fait un point de situation sur l'organisation régionale. Notons qu'en marge des festivités prévues dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'OUA, un sommet des chefs d'État se tiendra au cours duquel plusieurs questions d'intérêt commun seront débattues par les chefs d'État. Ici, en Côte d'Ivoire, ce matin, à l'École nationale de la police, plus de 1500 ex-combattants ont reçu leurs épaulettes. Ces ex-combattants qui ont suivi 2 mois de formation vont intégrer le corps des agents d'encadrement des établissements pénitentiaires. Le reportage est d'Alvor Assar. Ces ex-combattants, au nombre de 1538, sont désormais des agents d'encadrement des établissements pénitentiaires. Ils ont été déclarés aptes à contribuer à la sécurisation des prisons ivoiriennes après une formation militaire et civique par les instructeurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire et une formation théorique par l'Institut national de formation et enseignement judiciaire, a dit le commissaire Touré Albert Kouakou, directeur de la formation par intérim à l'école de police d'Abidjan. Pour Fidèle Sarasoro, directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR, la sécurité des prisons étant une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire, la formation des ex-combattants pour intégrer ce corps de métier va se poursuivre en plus des autres opérations qui sont menées pour leur réinsertion. C'est à juste titre que l'ADDR, félicité par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le ministre de la Justice. Il s'est réjoui de l'accroissement de l'effectif des agents d'encadrement des établissements pénitentiaires. Les standards internationaux retiennent le ratio de 4 détenus pour un agent comme norme acceptable en la matière. En Côte d'Ivoire, avant cette opération, nous étions gravement en deçà de cette référence. Le recrutement de 2000 agents classe désormais l'administration pénitentiaire ivoirienne au rang de celle qui respecte la norme. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de la cérémonie, a invité ces nouveaux agents qui vont contribuer à la sécurisation des prisons à mériter de l'ensemble des Ivoiriens. Quant aux autres ex-combattants non encore réinsérés, il les a rassurés qu'ils ne seront pas laissés pour compte. Ils ne seront pas laissés sur le bord du chemin. Je répète, ils ne seront pas laissés sur le bord du chemin de l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. La grande décision prise par le président de la République sur cet important dossier est de réintégrer 30 000 ex-combattants en 2013 et 34 777 en 2014. Pour l'atteinte de cet important objectif, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour rechercher ou favoriser les synergies entre les parties prenantes ainsi que les financements nécessaires à la bonne conduite de ce processus. Rappelons que sur 1538 agents d'encadrement des établissements pénitentiaires, 84 sont des femmes et 1454 des hommes.
On prend la direction du Ghana où 15 officiers ivoiriens ont suivi une formation sur la réforme du secteur de la sécurité. L'objectif est de leur donner des rudiments nécessaires dans la technique de communication, de médiation pouvant servir dans le cadre de la réforme de l'armée. Et c'est une initiative de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Accra, capitale ghanéenne, au Centre international de formation Kofi Annan pour la paix. Les officiers supérieurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités. La délégation, composée de 15 officiers supérieurs, est conduite par le général de brigade Firmin Deteleto, chef d'état-major général adjoint chargé du soutien. La formation, organisée par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, porte sur le leadership collaboratif et la réforme du secteur de la sécurité. Objectif visé, apporter aux forces républicaines de Côte d'Ivoire les rudiments nécessaires de leadership collaboratif dans les techniques de communication, de médiation et de négociation pouvant servir dans le cadre de la réforme de la sécurité, plus précisément dans la réforme de l'armée. Cette nouvelle armée ivoirienne restructurée est celle qui tient sur deux piliers, efficacité, responsabilité, selon la responsable programme Afrique du Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées. 5 jours de formation en terre ghanéenne. Les officiers supérieurs de FRC avaient à leur côté, outre le général de brigade de Teloto, 2 responsables du secrétariat du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire et un responsable de la section réforme secteur sécurité de l'ONUCI. Pour accroître les échanges commerciaux entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, des centres d'information existent désormais. Leur mission, donner les informations sur les procédures douanières et administratives en général aux opérateurs économiques. Ces centres ont été inaugurés hier au poste frontalier de Noé et de Loubo. Le reportage est signé Léon Bro. Coupure de ruban par les directeurs de cabinet des ministères ivoiriens et ghanéens des transports et les ambassadeurs des États-Unis en Côte d'Ivoire et au Ghana. L'acte a lieu au poste frontalier Côte d'Ivoire-Ghana, précisément à Noé et Eloubo. Il marque l'ouverture ce jeudi des centres frontaliers d'information, dont des États-Unis d'Amérique, pour renseigner, informer et sensibiliser les opérateurs économiques ghanéens et ivoiriens sur les procédures en matière d'information et d'exportation de marchandises. Le manque d'information et la corruption, ils sont les obstacles principaux ici pour l'échange et pour traverser la frontière ici. Si on peut réduire les obstacles pour traverser la frontière ici, vous allez réduire le coût des transports, vous allez minimiser la charité de la vie et vous allez créer plus d'emplois ici pour accélérer le transport et l'échange entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Lever les obstacles à la libre circulation des biens, notamment les retards et autres tracasseries routières, objectif des centres frontaliers d'information, structure dont le Ghana et la Côte d'Ivoire saluent l'avènement à leurs frontières communes. Ce centre est extrêmement important pour l'État ivoirien, pour la population en général. Alors le message à l'endroit de ceux qui sont appelés à gérer le centre, c'est un message de bonne conduite, le respect de la réglementation, un message d'assiduité et surtout l'accueil. Bien accueillir ceux qui arrivent et les conseiller utilement. Ceci pour que le volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana s'accroisse à l'image de celui des pays déjà bénéficiaires de centres frontaliers d'information Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. On va parler maintenant d'emploi jeune. Le Fonds national de la jeunesse vient de mettre à la disposition de 21 jeunes 310 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets. Ces jeunes ont reçu leur chèque hier. Ils pourront ainsi s'insérer dans la vie socio-économique. Le reportage de Mamadou Kwasi. Un chèque de 67 millions de francs CFA à Touré Drissa, responsable de la coopérative agricole Cardon du département de Niakarmandougou. Un soutien du Fonds national de la jeunesse pour le financement d'un projet de culture de riz, afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. L'étude de faisabilité nous faisait ressortir un projet de plus de 127 millions, mais nous avons eu pour le moment 67 millions 900. Ce n'est pas petit, c'est déjà beaucoup, puisque nous ne sommes pas les seuls jeunes. Mais dans notre estimation, nous avons voulu produire au moins 1000 tonnes par an. Si nous avons eu les chances d'avoir tous les matériels agricoles modernes que nous avons sollicités dans les études de faisabilité, nous allons vraiment montrer à la Côte d'Ivoire qu'effectivement,
Ce n'est pas en étant à l'administration qu'on peut servir la Côte d'Ivoire. 20 autres jeunes Ivoiriens bénéficient du financement de leur projet, pour un montant global de 310 millions de francs CFA. Selon les responsables du Fonds national de la jeunesse, ces projets vont créer environ 300 emplois directs et 500 emplois indirects. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, des loisirs et des sports réaffirme la volonté du président de la République à traduire en acte sa politique d'emploi jeune. Le processus est transparent. Depuis la maison, le jeune peut vérifier l'état de traitement de son dossier et donc je pense que ça va encourager d'autres jeunes à venir. Nous sommes dans un pays où la question de la bonne gouvernance est d'actualité. Si l'argent est mal géré, c'est d'autres jeunes qui perdront des financements de projets. Le gouvernement a dit et le gouvernement est tenté de le faire. Le gouvernement travaille donc pour les jeunes, c'est à eux maintenant de saisir la pêche qui leur est tendue. Depuis sa création en octobre 2012, le Fonds national de la jeunesse FNJ a reçu seulement 215 projets pour une population de 4,5 millions de jeunes sans emploi. Le financement et la formation des promoteurs se feront en partenariat avec la GFOP et une banque de la place. Les enfants du Centre de sauvetage du Bureau international catholique de l'enfant ont reçu des dons en vivres et non-vivres. Ces dons ont été faits par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. On en parle avec Patricia Omouitia. Comme juniors, ces enfants dont l'âge varie entre 7 et 16 ans sont les pensionnaires du Centre de sauvetage du Bureau international catholique de l'enfance, structure qui défend la dignité et l'intérêt supérieur des enfants. Ma tante, je suis venue faire quoi chez elle là-bas. Elle est pour mes bagages pour sortir. Là, moi, j'ai laissé mes bagages et puis il faut aller à la gare. La structure connaît une animation particulière en ses débuts de matinée. La raison, les enfants du centre sont comblés de cadeaux. Ces dons en vivres et non vivres s'inscrivent dans le cadre du 65e anniversaire d'indépendance de l'État d'Israël. Une partie du budget alloué aux festivités contribue à l'éducation et à l'épanouissement des enfants du centre. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir dans des conditions normales, d'une famille normative et qui sont abandonnés, si nous pouvons amener notre aide modeste à leur bien-être, à leur avenir, nous sommes là pour ça. Et je profite de l'occasion de transmettre un message à mes collègues ambassadeurs, diplomates, aux ONG et aux autorités ivoiriennes d'investir plus dans ce domaine parce que nous savons tous que les jeunes, les enfants, c'est l'avenir du pays. Nouvelle réjouissante pour la coordonnatrice équipe de la structure. Vraiment, c'est des sentiments de joie. Savoir que les enfants ont reçu tous ces dons, je pense que ça va nous soulager pendant un bon moment. Depuis plus de 20 ans, le Bureau international catholique de l'enfance soutient les enfants les plus défavorisés en Côte d'Ivoire. Le centre sauvetage, en lien étroit avec le BICE, est un lieu d'accueil pour de nombreux enfants victimes de maltraitance. Et c'est reparti pour le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Le lancement officiel de la campagne a eu lieu aujourd'hui à Bingerville. La campagne va durer 4 jours et concerne plus de 7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. 0 cas de virus sauvage. C'est ce qu'il faut retenir de cette cérémonie de lancement du deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite à Bingerville. Après avoir connu une épidémie de grande ampleur en 2011, avec 36 cas de poliomyélite enregistrés dans 22 districts sanitaires, et après une riposte vigoureuse, la polio a disparu dans notre pays depuis la notification du dernier cas en juillet 2011. Au cours de cette année 2013, le premier passage organisé dans le mois d'avril a renforcé les acquis. 7 500 000 enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette vaccination, un projet pris au sérieux par l'État. L'UNICEF, principal partenaire de l'État dans la lutte contre la poliomyélite, a par la voix de Christina Debrun salué les efforts menés par le gouvernement. Autre temps fort de cette journée, visite dans des ménages, séance de vaccination, marquage de portes et de doigts. Entamée ce vendredi, la vaccination contre la poliomyélite prendra fin ce lundi 27 mai 2013 sur toute l'étendue du territoire. C'était le reportage de Serge Gongomé, commenté par Léon Bro.
À présent, cette information, elle émane de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. La ACA a pris acte de l'installation d'un nouveau conseil d'administration et de la nomination d'un nouveau directeur général à la RTI, en l'occurrence M. Amadou Bakayoko. La ACA félicite le nouveau directeur général et l'assure de tout son soutien. La ACA adresse ses vœux de réussite à l'ancien directeur général Aka Saïd Lazare dans ses nouvelles fonctions. La ACA réaffirme son appui au nouveau directeur général de la RTI et l'invite à relever les défis liés à la libéralisation de l'espace audiovisuel et à la migration vers le numérique. C'est signé Ibrahim Sissavané, président de la ACA. Le 12e congrès du PDCI RDA se prépare activement. Les membres du bureau politique ont tenu une réunion hier au siège du parti à Cocody. On fait le point avec Teresa Piyopoué. Grand moment de retrouvailles ce jeudi 23 mai à la maison du PDCI RDA à Cocody. C'était à l'occasion de la réunion du bureau politique du parti après celle tenue le 2 juin 2012. À l'ordre du jour de la réunion, un bilan des activités de la direction financière, des élections municipales et régionales, le 12e congrès ordinaire du PDCI RDA. Concernant le premier point, selon Nzi Asamoah Désiré de la direction financière, plusieurs actions sont menées en vue de la modernisation du parti. Quant au bilan des élections municipales et régionales, on note que le PDCI obtient provisoirement 48 communes avec des candidats parrainés par le PDCI, 4 communes RHDP avec des têtes de liste PDCI, 13 communes avec des indépendants à tendance à PDCI. Le troisième point de cette rencontre du bureau politique a porté sur l'organisation du 12e congrès qui aura lieu du 3 au 5 octobre prochain à Yamoussoukro. Selon Henri Konambédié, toutes les conditions sont réunies pour la tenue de ce congrès. Nous nous réjouissons de la mise en place progressive des institutions de l'État. Et l'on peut penser que désormais, nous sommes redevenus un pays normal. Grâce aux efforts quotidiens du gouvernement et singulièrement du président Alassane Ouattara. Autre point évoqué, l'avenir du RHDP. Que le RHDP ne fonctionne pas comme nous l'aurions souhaité est un fait. Mais ne faut-il pas plutôt chercher à l'améliorer que de la quitter? Les membres du bureau politique venus nombreux écouter leur président partent satisfaits. Avec toutes les rumeurs qu'on entendait, on avait pensé qu'il y aurait eu un clash. Et puis finalement, le PDCI reste toujours le PDCI. Je sors de ce bureau politique vraiment très contente parce que même dans nos divergences, on sait s'accorder. Avant la rencontre de Yamoussoukro, des pré-congrès éclatés seront organisés. Il s'agit de permettre aux militants de base de faire des propositions concrètes pour la réussite de ce 12e congrès. Le congrès de tous les défis. Le secrétaire général par intérim du RDR a eu une séance de travail cet après-midi avec le président du Sénat malgache. Les échanges ont porté sur la démocratie et le développement du continent africain. Reportage Mamadou Kwasi. Roland Ratsiraka est le président du Sénat et vice-président du Haut Conseil de transition malgache. Il dit être venu s'inspirer du modèle ivoirien en termes d'organisation d'élections transparentes et de démocratie. Il souhaite également échanger avec les autorités ivoiriennes sur les expériences de sortie de crise, avec le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, RDR. Plusieurs sujets ont été abordés. Vous savez que notre continent n'est pas un continent facile. Leur expérience nous a permis d'apprendre comment, par exemple, on devait voir la démocratie au XXIe siècle en Afrique. Notamment accepter l'existence de l'autre, qu'on ne doit pas exclure ceux qui sont contre vous. Il faut qu'ils appartiennent quelque part, il faut qu'ils aient leur place dans ce développement qui n'est pas un développement simple parce que nous sommes des pays sous-développés. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Donc à ce titre, il faut accepter qu'aujourd'hui, il y en a qui dirigent et après c'est une compétition saine. Plusieurs rencontres avec les autorités politiques et des présidents d'institutions sont inscrites sur le calendrier du président du Sénat malgache.